À 3h07, dans le détroit d'Ormuz, 127 drones iraniens, valant chacun environ 8 000 $, convergent vers un bâtiment estimé à 3,4 milliards de dollars. Rien que ce calcul devrait vous glacer le sang. Le détroit d'Ormuz concentre 12% de l'approvisionnement mondial en pétrole dans un chenal large de seulement 34 km. Celui qui le contrôle tient entre ses mains le robinet de l'économie mondiale. Ce matin-là, ce robinet est sous attaque. À bord de l'USS Tripoli, un navire d'assaut amphibie transportant 2200 Marines américains repose l'équivalent d'1,140 milliard de litres de carburant naval. Un seul impact catastrophique sur le système de carburant ne se contente pas de couler un navire de guerre. Il risque de déclencher un choc d'approvisionnement capable d'ébranler simultanément chaque marché financier de la planète. Il ne s'agit pas d'une escarmouche régionale. C'est une arme économique déguisée en engagement militaire. Et cela se passe en ce moment même. À 3h07, la première munition rôdeuse Shahed 136 frappe le bord avant du pont d'envol du Tripoli. Le Shahed est une machine simple. Une cellule à voilure delta, une petite ogive, un aller simple. L'Iran en déploie des centaines précisément parce qu'ils sont assez bon marché pour être gaspillés. La stratégie est une logique de saturation classique. Submerger un système de défense par le volume jusqu'à ce que quelque chose passe. 127 d'entre eux arrivent simultanément, approchant depuis plusieurs vecteurs pour solliciter chaque arc radar dont dispose le navire. Le système d'armes rapprochées phalanx du Tripoli, le CAIWS, un canon de dernier recours capable de tirer 4500 coups par minute, entre immédiatement en action. Le système est entièrement autonome. Il identifie, suit et engage sans attendre d'autorisation humaine. Dans les premières secondes, c'est lui qui fait la différence entre une crise maîtrisée et une catastrophe. 30 secondes. Voilà la fenêtre d'engagement dont dispose l'équipage pour empêcher l'attaque d'atteindre les systèmes critiques. Loin à l'ouest, les groupes de frappe des porte-avions USS Abraham Lincoln et USS Gerald R. Ford effectuent déjà un repositionnement tactique, tournant leurs proues vers les côtes iraniennes tandis que le Pentagone autorise le protocole dit du marteau chirurgical. Le groupe amphibie d'intervention du Tripoli s'enfonce plus profondément dans le corridor intérieur du goulet d'étranglement d'Ormuz. C'est un choix délibéré. Reculer, ce serait céder le détroit. Avancer place la flotte à l'intérieur de la portée minimale de sécurité des systèmes iraniens côtiers, forçant un engagement rapide et comprimé où la supériorité technologique américaine dispose du plus grand avantage. À l'intérieur de la coque vibrante du Tripoli, 2200 Marines sont sanglés dans leur harnais tactique. Dans les baies du hangar situé sous le pont d'envol, les aéronefs à rotor basculant MV-22 Osprey font déjà tourner leur moteur à turbine. L'Osprey peut se convertir de la configuration hélicoptère à celle de turbopropulseur en quelques secondes, lui conférant la vitesse d'un aéronef à voilure fixe et la capacité de décollage vertical d'un rotor. Ces équipages n'attendent pas que la vague de drones soit résolue. Ils se préparent à être la réponse à ce qui viendra ensuite. À 3h56, 2 destroyers lance-missiles de classe Harley Burke Flight, 3 glissent dans leur secteur de tir assigné. La classe Burke est l'épine dorsale de la guerre de surface américaine. Chaque coque embarque le système de combat Aegis, l'architecture de défense aérienne et antimissile intégrée la plus avancée jamais déployée en mer. Ces navires ont accompli un transit de 14 jours à grande vitesse pour atteindre cette position. L'Iran avait tablé sur un délai logistique de 2 semaines avant que des renforts américains puissent arriver en force. Le Tripoli était déjà là. Les destroyers venaient simplement de refermer le piège. À 3h59, la flotte ne défend plus une position. Elle en cible une. Le premier F-35B décolle du pont d'envol du Tripoli en mode décollage court, dégageant le pont en moins de 150 mètres. Le système de ventilateur de sustentation Rolls-Royce, propre à la variante B, lui permet d'opérer depuis des bâtiments dépourvus de systèmes de catapultes conventionnels. En quelques secondes après avoir quitté le pont, chaque aéronef se connecte au lien de données avancées multifonctions, transformant chaque chasseur en un nœud d'un réseau de capteurs distribués. Leur radar à réseau à commande de phase active balaie 370 km d'espace aérien
identifiant les signatures thermiques individuelles à travers le brouillard, les leurres et les brouillages électroniques. La décision est prise de préserver les stocks de missiles. Face à un drone Shahed, un missile RR à 1 million de dollars est un échange ruineux. À la place, les pilotes de la marine activent le système d'armement à précision avancée, APKWS, un kit de guidage qui convertit des roquettes Hydra de 70 mm non guidées en munitions de précision désignées au laser pour une fraction du coût. L'économie est chirurgicale. Face à un drone valant 8 000 $, une roquette guidée bon marché est la bonne réponse. Sur le pont, des équipes de Marines déploient des désignateurs laser portatifs, illuminant les drones à basse altitude qui tentent de passer sous la couverture radar. Des mitrailleuses lourdes de calibre 12,7 mm et des canons automatiques de 25 mm créent des champs de tir croisés le long des flancs de la coque. En 90 secondes après le début de l'engagement, 87% de la vague de drones entrants a été détruite. 111 appareils réduits à des débris en chute libre en 1 minute et demie. Puis, l'environnement électronique s'effondre. L'Iran initie un brouillage GPS à large spectre. Les signaux de navigation sont corrompus. Sur les affichages tête haute des pilotes, plusieurs drones survivants virent soudainement sur des trajectoires erratiques, plongeant vers la passerelle de commandement du Tripoli depuis des angles que le CAWS ne couvrait pas à ce moment-là. Les pilotes réagissent immédiatement, passant aux missiles à moyenne portée AIM-120 des AMRAAM, qui utilisent tous un guidage radar actif indépendant du GPS. Les menaces restantes sont éliminées. La maîtrise de l'air est rétablie, mais les écrans tactiques montrent déjà quelque chose de bien plus grave. À 4h05, le sonar et le radar s'illuminent simultanément avec de nouveaux contacts. Depuis la côte iranienne, des missiles balistiques, anti-navires, Khalij Fars s'élèvent sur des trajectoires en arc tendu. Ce sont des armes de précision à guidage terminal conçues pour manœuvrer pendant la descente, déjouant la géométrie d'interception traditionnelle. Simultanément, des missiles de croisière hypersoniques, Fatah 1, rasant les crêtes des vagues à Mach 5, exécutent des manœuvres évasives à haute contrainte calculées pour déjouer les algorithmes d'interception en limitant la fenêtre de réaction à quelques secondes à peine. Puis, l'alarme sonar retentit. À 275 mètres des hélices du Tripoli, un véhicule sous-marin autonome Lion-Almas, issu d'un sous-marin Gadir, a fait surface silencieusement. Il a verrouillé ses solutions de tir de torpille. Les arbres d'hélice d'un bâtiment de cette taille comptent parmi les points de vulnérabilité les plus catastrophiques. 3 200 000 litres de carburant sont stockés à proximité de la poupe. Un impact ici ne endommage pas le Tripoli. Il le supprime. Le destroyer d'escorte Harley Burke active son réseau radar SPY-6 et lance simultanément des missiles S. M6 depuis ses cellules de lancement verticales contre les deux menaces, balistique et hypersonique. Le S-M6 est un intercepteur bimode capable d'engager des cibles en phase terminale à haute altitude comme à très basse altitude en rase vague. Les deux missiles sont engagés en même temps. Le système fait ce pourquoi il a été conçu, mais les marges se mesurent en secondes. L'hélicoptère MH-60R Seahawk, déjà en stationnaire au-dessus du pont d'envol, reçoit des données de ciblage en temps réel transmises par le déploiement de bouées sonars du F-35B. Il plonge, largue une torpille légère, Mark 54, et le véhicule sous-marin autonome est détruit à 256 mètres de la poupe du Tripoli. Pendant 6 secondes, le navire tremble sous les ondes de choc des détonations quasi simultanées. Les Marines sur le pont ouvert sont un instant convaincus que la fin est arrivée. Sur des fréquences radio iraniennes non sécurisées, des opérateurs diffusent ouvertement. Les Américains paniquent. Leurs défenses sont saturées. Ils ne paniquent pas. Ils enregistrent. À 4h15, les commandants iraniens observent ce qu'ils interprètent comme une dégradation du radar américain et des réponses Aegis retardées. Ils voient ce qui ressemble à un système approchant de ses limites. Ils ordonnent au deuxième groupe de frappe d'avancer,
Des vedettes lance-missiles rapides capables de 50 nœuds se divisent en 3 axes pour étirer le périmètre défensif du Tripoli. Une deuxième vague de drones Shahed améliorés descend en altitude vers la brèche apparente dans les capteurs. Un second sous-marin de classe Gadir entame son approche finale le long du fond marin. Le trafic radio iranien est clair et confiant. Le flanc du Tripoli est exposé. Frappez maintenant! Chaque mot est consigné. À 4h18, le tir défensif du Tripoli devient délibérément erratique. Le système Aegis semble prioriser de manière incorrecte. Encouragé, l'Iran active chaque radar de ciblage côtier le long de la côte pour garantir des solutions de tir sur la coque américaine. Le réseau de défense côtière, qui fonctionnait jusqu'alors sur des capteurs passifs pour éviter la détection, passe entièrement en mode actif. Des dizaines de sites de lancement révèlent simultanément leurs coordonnées précises afin de maximiser leur probabilité de destruction. Ils viennent de remettre à la flotte une carte complète de chaque atout qu'ils possèdent. Le compte à rebours atteint 30 secondes. 20 secondes. Les vedettes lance-missiles iraniennes approchent de la portée de tir terminal. À l'intérieur du centre d'information de combat du Tripoli, l'atmosphère est maîtrisée. Les équipes de guerre électronique de la marine regardent l'ensemble de l'architecture de défense côtière iranienne s'illuminer d'elle-même sur leurs écrans. En cherchant à garantir un tir, la marine des gardiens de la révolution islamique vient de fournir les solutions de ciblage nécessaires à sa propre destruction. À 4h22, l'Iran lance tout simultanément. Drones, missiles et torpilles, dans une salve finale coordonnée, persuadés que le Tripoli est à quelques secondes de devenir une épave en flammes. Leurs capteurs sont à puissance d'émission maximale. Le piège se referme. Les pilotes de F-35B passent du radar au système de ciblage électro-optique, des capteurs infrarouges passifs qui ne nécessitent aucune émission de radiofréquence et sont entièrement immunisés contre le brouillage iranien. Ils verrouillent les signatures thermiques des missiles Fateh 1 depuis une distance extrême et transmettent les données de ciblage directement à l'USS Jack H. Luka, qui lance une seconde salve de SM-6. Une par une, les menaces hypersoniques explosent lors d'intercepts atmosphériques en haute altitude. À 4h28, le Seahawk largue sa dernière torpille Mark 54. Le second sous-marin Gadir est détruit à 90 mètres de la coque du Tripoli. Simultanément, les suites de guerre électronique SLQ-32 et ALQ-239 à bord des destroyers et des F-35B initient une opération de contre-brouillage coordonnée. Les signaux de l'orage iranien sont submergés, inversés et utilisés pour générer de fausses données de retour. Les coordonnées GPS de chaque lanceur côtier actif sont désormais précisément connues. À 4h30, un second vol de F-35B quitte le Tripoli, en emportant des bombes à petit diamètre, des munitions planantes guidées par GPS et laser pouvant être larguées en dehors de l'enveloppe d'engagement des défenses aériennes iraniennes à courte portée. Elles planent silencieusement vers la côte. Les sites de lancement côtier sont effacés en quelques secondes. Avant que la fumée ne se dissipe, les MV-22 Osprey sont déjà en descente. 2200 Marines ne sont pas là simplement pour détruire. Ils sont là pour exploiter. Des équipes qui se lancent en rappel rapide dans les restes du quartier général côtier des gardiens de la Révolution avec un objectif précis, récupérer les dispositifs de chiffrement et le matériel de communication avant que les séquences d'autodestruction ne puissent être activées. Le renseignement capturé dans un quartier général détruit peut démanteler un réseau entier. La saisie physique de l'infrastructure ennemie vaut autant que sa destruction. Les équipes de guerre électronique exécutent la manœuvre finale. Elles écrasent les signaux de guidage satellite iraniens avec des coordonnées falsifiées, redirigeant les drones Shahed survivants et désorientés avec des données de navigation corrompues. Les drones inversent leur cap. Ils volent donc vers leur propre site de lancement. Les gardiens de la Révolution regardent leurs munitions restantes frapper leur propre infrastructure côtière dans une cascade d'explosions secondaires. À 4h37, l'engagement est terminé. 11 minutes de combat multidomain soutenu à haute intensité. 127 drones détruits, 2 sous-marins éliminés, de multiples menaces hypersoniques et balistiques interceptées.
L'USS Tripoli est intacte. Son pont d'envol accueille les aéronefs qui reviennent. À 4h45, le détroit d'Ormuz est un cimetière de fibres de carbone et d'aluminium déchiqueté. Les ondes radio iraniennes ne transmettent aucune réponse coordonnée. Leurs vedettes d'attaque rapide se dispersent individuellement, rompant les formations, ne constituant plus une force tactique cohérente. Depuis des postes d'observation stratégique, les services de renseignement étrangers assistent en temps réel à l'effondrement complet de l'opération navale des gardiens de la Révolution, sans pouvoir intervenir. Aucun bâtiment américain n'a cédé sa position initiale. L'arithmétique mondiale de cet engagement mérite d'être énoncée clairement. L'Iran a dépensé 127 drones, 2 sous-marins, de multiples missiles balistiques et hypersoniques, ainsi que l'exposition opérationnelle de l'ensemble de son réseau de défense côtière. 1,140 milliard de litres de carburant naval demeurent sécurisés. 840 000 barils de flux pétrolier quotidien continuent de transiter par le goulet d'étranglement sans interruption. La chaîne d'approvisionnement mondiale n'a pas enregistré le moindre frémissement. L'Iran a défié une flotte transportant 2200 des soldats d'assaut amphibies les plus capables au monde, protégés par l'architecture de défense intégrée la plus avancée jamais déployée en mer et coordonnée simultanément dans les domaines aériens, de surface, sous-marin et électronique. Le détroit est libre.